Communauté internationale. Et je parle de cela, en fait, pour compléter Onana et dire que le silence de la communauté internationale sur les méfaits qui se déroulent dans notre pays, ce silence ne date pas d'aujourd'hui. Il date de 2 siècles et je vais m'efforcer de vous le montrer. Bien. Vous ne voyez pas bien, mais c'est cet ouvrage que j'ai publié une année, intitulé Congo-Zanzibar. Le Congo-Zanzibar de Henry Morton Stanley. Stanley, c'est un journaliste. Nous sommes dans une école de formation des communicateurs, des journalistes. Stanley, la personne dont le nom est vraiment attaché à notre État, c'est un journaliste. Autrement dit, à partir de la matière qu'il a produite, ce monsieur-là, il est venu en reportage dans notre pays. Il est resté chez nous de 1871 à 1877. Et pendant ce temps, il a évolué comme reporter. Et je suis allé lire, relire les articles que Stanley a écrits il y a 150 ans. 150 ans, je vous dis bien, en anglais d'abord, en français, parce que ça a été traduit par la suite. J'ai relu Stanley pour vérifier et voir pourquoi ce silence sur les méfaits sur le Congo. Je vous montre d'abord cette carte. J'ai dit le livre Congo-Zanzibar. Regardez Zanzibar, océan Indien, à votre droite. C'est toute petite île que vous découvrez difficilement, très difficilement. 166 000 km² simplement. Et j'insiste sur la petitesse des Zanzibar pour que tout au long de mon propos, vous puissiez constamment faire allusion à quelque chose de pareil. Je n'insinue rien, mais je vous invite à garder dans votre mémoire la petitesse des Zanzibar et l'importance que cette île a eu sur le Congo. La distance est longue. Revenez s'il vous plaît. Entre Zanzibar et le Congo. Et ce qui intéresse les gens aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe à droite du lac Tanganyika, mais c'est à gauche. C'est-à-dire, c'est à droite. Ce qui se passe entre les lacs Tanganyika et le reste, c'est-à-dire c'est notre Congo. Mais le petit Zanzibar a une importance que vous ne pouvez pas deviner aujourd'hui. Allez-y. Ok. Et j'ai intitulé mon propos, je l'ai articulé autour de 2 petits points. On m'a dit qu'il doit être court et je dirai 2 petits points. Les silences de Stanley, journaliste, 5 ans de reportage au Congo. Il a écrit de nombreux articles, mais il y a des silences que nous allons découvrir et il y a des semi-vérités, toujours chez Stanley. Allons-y. Il y a les 5 silences de Stanley. Allons-y. Voici le premier silence. Stanley qui a écrit sur notre pays n'a jamais dit, jamais dans aucun de ses écrits, que c'était protégé du pouvoir américain. Il ne l'a jamais dit. Il n'a dit qu'il est originaire du Royaume-Uni, il a la nationalité américaine, mais qu'il dise qu'il est le protégé du pouvoir américain, et j'ai dit le pouvoir militaire américain, il ne l'a jamais dit. Mais voici, Stanley a été un reporter dans la guerre d'Abyssinie,
La guerre qui a permis aux Britanniques de vaincre l'ancien empereur d'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie, Théodoros, il a été recommandé pour devenir reporter de guerre par deux généraux américains. Le premier, Ulysses Grant, le deuxième, William Sherman. Mais qui sont ces généraux? Le premier, Ulysses Grant, est celui qui commandait l'armée américaine pendant la guerre de sécession et qui est devenu président des États-Unis. Donc Stanley avait été recommandé par le futur président des États-Unis. Et le deuxième général, c'est celui qui a succédé justement au commandant en chef devenu président. Stanley n'a jamais dit qu'il était le protégé du pouvoir militaire américain. Deuxième silence de Stanley. Stanley n'a jamais écrit. Stanley n'a jamais écrit qu'avant que lui ne vienne au Congo, 50 ans avant, son pays d'adoption, les États-Unis, coopérait avec les tout petits Zanzibar dont j'ai parlé depuis 2 siècles. Les Américains sont en train de coopérer avec Zanzibar depuis 2 siècles. 1832. En 1832, un Américain va à Zanzibar pour rendre son bateau, Marianne. Il rentre, il commence les contacts au sein du gouvernement, au sein de l'administration américaine. Une année après, les Américains signent un traité d'amitié et de commerce avec une petite Zanzibar. 1833. Nous ne sommes même pas encore à la conférence de Berlin. Donc un demi-siècle avant, en 1837, les États-Unis ouvrent un consulat à Zanzibar. 1837. Et le consulat, le consul qui sera là en 1871, Webb, c'est celui-là qui sera en contact avec Stanley. Troisième silence de Stanley. Stanley n'a jamais dit, n'a jamais écrit que déjà à cette époque, en 1840, pas 1900, en 1840, le sultan de Zanzibar a envoyé son bateau qui est allé accoster à New York, le grand port de New York. 1840, il y a près de 2 siècles, un bateau arabe parti de Zanzibar accoste à New York après 87 jours, et dans ce bateau, il y a l'émissaire du sultan lui-même. 1840. Quatrième silence de Stanley. Stanley travaille depuis 1868 dans le journal New York Herald, qui va l'envoyer au Congo. 2 voyages, en 1871, pour découvrir Livingstone. Deuxième voyage, en 1874, pour descendre le fleuve Congo. Et ce journal-là de New York, du grand port américain de New York, ce journal-là a comme propriétaire James Gordon Bennett, senior, donc le papa, et qui avait comme spécialité, qu'il a donné d'ailleurs à son journal, c'est le commerce maritime international. Et le patron du New York Herald, le journal dans lequel travaille Stanley et qui va l'envoyer au Congo, ce journal-là était déjà en contact avec celui qui deviendra le président des États-Unis. Celui-là, c'est Martin Van Buren, d'origine hollandaise mais américain. Il est né à New York, il a grandi à New York, comme nous dirions chez nous aussi, né et grandi à New York. Donc, le futur président, quand il est devenu président en 1937, la toute première interview qu'il accorde, il l'accorde au patron de New York Herald. Là, je vous montre la complicité entre le pouvoir américain, le président et le journal New York Herald. Cinquième et dernier silence, justement sur ce président, Martin Van Buren. Il est resté au pouvoir pendant 4 ans, de 1937
à 41. Je vous ai dit, il est né à New York, il a grandi à New York, il était procureur général de l'État de New York, gouverneur de New York, mais par la suite, suivez bien, il est devenu secrétaire d'État américain. Et voici la tranche temporelle. C'est ce futur président qui, en tant que secrétaire d'État, qui va négocier les relations d'amitié et de commerce avec Zanzibar. En ce moment-là, in nihilo tempore, c'est cet homme-là, Martin Van Buren. Alors, je vous dis de mettre en parallèle que la prospérité des Zanzibar, ça a été entre 1820 et 1840, et la prospérité des Zanzibar, c'est la traite des esclaves. Et en ce moment, le président, c'était Martin Van Buren, le président qui était en complicité avec New York Herald. Voici les 5 silences de Stanley. Vous ne trouverez pas ça dans ses écrits. Vous ne trouverez pas ça dans le manuel que nous utilisons dans nos écoles. Vous ne trouverez pas ça chez nos historiens. Et je vous dirai pourquoi et comment nous devons faire attention pour ne plus tomber dans ce piège. Reculez s'il vous plaît. À côté des silences, je vous montre maintenant 5 semi-vérités. Je vous dis, je rentre maintenant dans les articles écrits par Stanley, dans les livres de Stanley. Et je découvre 5 semi-vérités. Je dis, je chuchote. Et ce sont des faits que nous, aujourd'hui, n'avons pas retenus, mais que nous devons aujourd'hui retenir et redécouvrir. Première semi-vérité. Stanley a écrit 2 grands livres, dont celui-là, 5 années au Congo. Et quand on entend 5 années au Congo, on pense à 1971, il est arrivé, premier voyage, deuxième voyage en 74, 2 années de voyage, 3 années de voyage, ça fait 5, mais c'est pas cela. Quand il écrit 5 années au Congo, il ne parle que de son expérience en tant qu'émissaire du roi Léopold II, après la conférence de Berlin. Mais pas les 5 années qu'il a passées comme reporter chez nous. Or, ce livre, où il parle de ses exploits, à côté du roi Léopold II, voici le nombre d'éditions. Traduit en allemand, en espagnol, en italien, traduit. Mais les 2 autres livres qui ont parlé de Stanley reporter, on nous n'en parle pas beaucoup. 5 années, je vous dis, 2 séries de reportages, 71, 72, il écrit à la découverte de Livingstone, 2e série, 2e reportage, 74, 77, la descente du fleuve Congo. Et qu'est-ce que vous allez découvrir comme semi-vérité dans ces reportages? Stanley ne souligne pas le fait que quand il est venu chercher Livingstone au Congo, que ce n'était pas un simple pasteur, un simple médecin. Il ne dit pas que Stanley, entre-temps, depuis 1858, il avait été investi par la reine du Royaume-Uni comme consul de son pays, chargé de l'exploration de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. Livingstone, ce n'était donc pas un petit monsieur, c'était un officiel que Stanley est venu chercher. Il ne dira pas, il est chuchote, mais j'ai entendu. Stanley ne dit pas non plus que quand il vient chez nous, il a comme livre de chevet le livre d'un certain capitaine James Tuckey, un Anglais, qui avait essayé en 1816 de remonter le fleuve Congo à partir de l'océan Atlantique, d'arriver jusqu'à Kinshasa. Il n'a pas pu,
il s'est arrêté à mi-chemin et il a écrit. Et Tuquet a dit des choses qui sont... Tuquet a dit des choses qu'on les connaissait, mais qu'il n'a pas voulu souligner. Il a dit que son livre qu'il avait comme livre de chevet, ce livre-là était écrit par Tuquet qui était envoyé par l'Angleterre pour préparer ce qui devait être le Congo interocéanique, c'est-à-dire partant de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien. La deuxième semi-vérité, monsieur le secrétaire général académique, je vais très vite. Voici encore une semi-vérité, comme je l'ai dit. Ce monsieur-là, Livingstone, il était tout ça, médecin d'abord et pasteur, devenu explorateur, c'est un pasteur débloqué. Il avait démissionné comme pasteur. Il est devenu membre de la Royal Society Geographic, c'est-à-dire le centre de recherche géographique de son pays officiellement, et il a été nommé consul. Troisième semi-vérité. Stanley, quand il arrive pour la première fois à Zanzibar en 1871, il dit tout simplement comme ça que son patron n'avait pas encore envoyé l'argent pour sa mission, pour son reportage. Mais comment a-t-il eu de l'argent? Le consul des États-Unis l'a présenté à un Indien, Toria Topan, qui était à Zanzibar. Mais qui était ce monsieur-là, Toria Topan? Topan, il était collaborateur du sultan. C'est lui qui était le patron des douanes à Zanzibar. C'était lui qui était le financier du sultan. Donc, quand Stanley arrive à Zanzibar, il y a déjà liaison entre Topan, Livingstone, Tipotip et Stanley. On peut passer. Quatrième et avant-dernière semi-vérité. Stanley ne nous dit pas, il ne dit pas dans ses articles qu'il a signé un accord le 22 octobre 1976 avec le fameux Tipotip que l'on a présenté, que l'on continue à présenter comme un esclavagiste. Il n'a jamais dit cela dans ses écrits. Jamais. On continue. Et voici le contenu de cet accord qu'il a signé avec Tipotip. Stanley avait besoin de Tipotip pour qu'il lui donne des pirogues pour descendre le fleuve à partir de Nyangwe. Il avait besoin d'accompagnement et Tipotip lui a donné tout un bataillon, 700 hommes, dont 150 hommes avec des fusils et le reste comme accompagnateurs et tout ceci. Tout un bataillon de Tipotip a accompagné Stanley de Nyangwe jusque plus ou moins Kindu, à 4 km de Kindu, à un village qu'elle appelle Vignanjara. C'est à Vignanjara, à juste 4 km de Kindu, que Stanley va se séparer de Tipotip, dont il ne parle pas dans ses écrits. Enfin, cinquième semi-vérité. C'est seulement dans l'article que Stanley écrit le 10 octobre 1877, paru dans New York Herald, que Stanley se met à critiquer le sultan des Zanzibar et les Zanzibaris et les esclavagistes. Or, pourquoi son journal publie-t-il cet article le 10 octobre 1977? C'est que Stanley avait déjà quitté le Congo depuis 2 mois. Depuis 1 mois. 2 mois, il était parti et c'est par la suite seulement que le journal américain va publier ce qu'il avait écrit. Et qu'est-ce qu'il avait écrit? Voilà ce qu'il avait écrit. Maintenant qu'il n'est plus au Congo, maintenant qu'il n'est plus avec Tipotip, maintenant qu'il n'est plus avec le sultan Zanzibar, voilà comment il commence à se mettre à critiquer Zanzibar. Il dit, une toute petite île comme Zanzibar,
Il dit aucun État européen ne devrait soutenir Zanzibar. Or, ce n'était pas vrai. Toutes les grandes puissances avaient leur consulat à Zanzibar. États-Unis, Grande-Bretagne, France, Allemagne, ainsi de suite. Il écrit, c'est un tout petit État qui ne s'enrichit que sur le commerce et les trafics illicites. Il traite des Zanzibaris des gens insignifiants. Continue. Et voici à quoi je vais aboutir. Finalement, le Congo, dont parle Stanley, dont il parle Stanley à travers ses silences et ses semi-vérités, c'est le Congo politique. Et il écrira dans un de ses ouvrages plus tard, je suis persuadé que la question soulevée par cette puissante voie fluviale, c'est-à-dire le fleuve Congo, deviendra plus tard une question politique. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à plus tard, nous y sommes déjà. Comment suis-je arrivé à détecter ce silence et ces semi-vérités de Stanley? Rien que par une simple méthodologie. Notre aîné Valentin Yves Moudimbe nous donne la leçon de considérer tout ce que les fameux occidentaux sur lesquels nous comptons qui puissent nous épauler, ils n'organisent que la bibliothèque coloniale. C'est-à-dire qu'ils nous offrent à connaître ce qui arrange leurs intérêts et ce qui ne les arrange pas est mis dans le silence. Et après lui, un communicologue, Charodo, nous dit que le journal ne reflète le miroir social qu'à partir du lieu d'énonciation, à partir du point de vue qui est le sien. Et je vous remercie d'avoir avec moi découvert les silences et les semi-vérités des gens. Merci beaucoup.